Monsieur le ministre, monsieur le directeur général, ma chère Claudie, pour moi c'est un très grand honneur de pouvoir présenter quelqu'un que vous connaissez tous, qui est Claudie Agnéret, pour plusieurs raisons. La première, nous avons travaillé près de 35 ans, je veux dire, ou 30 ans ensemble au CNES. La seconde raison, c'est que la première fois qu'elle est venue dans cette salle, c'était avec monsieur Yvon Lemarié, quand j'avais, avec certains collègues du CNES, et notre illustre Jean-Marc Viguier, que tout le monde connaît, hein, nous avons créé une petite entité qui s'appelait le MEDES. Hein, le MEDES, je crois que tous les directeurs généraux des hôpitaux, et vous-même, monsieur le directeur général, vous avez été les présidents successifs et illustres de cette filiale qui est une des rares filiales sur les 21 filiales que le CNES a créées, qui perdure, qui ne perd pas d'argent, qui n'en gagne pas non plus, puisqu'elle n'est pas faite pour en gagner. Donc Claudie Agnéret, à l'époque, était mon ministre des Finances, hein, puisque c'est elle qui me donnait les sous quand elle venait dans le petit bureau, là, à la salle où se tenait à l'époque le conseil d'administration, nous donner les sous pour l'année ou les 2 années à venir. Donc elle arrivait avec un cahier 27 cm sur 12, un papier, enfin une gomme, une règle, un double décimètre, et elle nous faisait les calculs. Et puis alors là, c'était la foire d'empoigne pendant 3-4 jours. Pourquoi 3-4 jours? Non pas pour réduire les budgets, mais parce que ça lui faisait plaisir d'être à Toulouse, et moi, ça me faisait plaisir qu'elle soit à Toulouse avec nous. Donc, elle a commencé ses classes au CNES en tant que responsable des programmes en sciences de la vie, après avoir fait donc son doctorat de médecine, sa spécialité de rhumatologie, et un doctorat chez notre ami et collègue Alain Berthoz au Collège de France, dans le domaine des sciences cognitives et du système nerveux. Après ça, donc, elle a quitté le CNES, et c'est là où j'ai quitté le MEDES, puisque j'ai pris sa suite au CNES, que je n'ai jamais requitté depuis 4 ou 5 ans, à la tête des sciences de la vie et des sciences physiques en microgravité. Et là, donc, on a mené chacun de notre vie. Claudie, élève cosmonaute, et puis elle est partie dans l'espace en 96, et puis elle est repartie dans l'espace quelques années après, en 2001. Entre-temps, elle a eu une magnifique Carla, qui est extraordinaire. Et puis elle est devenue, à l'époque où M. Mattei était ministre de la Santé, elle est devenue ministre déléguée à la recherche, sous la responsabilité de M. Ferry, si ma mémoire est bonne. Et c'est à ce moment-là où le CNES est impliqué de plus en plus dans des affaires dites de e-santé, de télémédecine, malgré les oppositions locales féroces. Locales, c'est-à-dire toulousaines. Mais bon, ces oppositions locales féroces s'étant dissipées, nous sommes arrivés, grâce au CNES, grâce à la volonté du CHU, grâce à la volonté des différents directeurs et à l'appui de M. Mattei, qui figure dans un film en tant qu'acteur, mais acteur naturel, dissertant sur l'intérêt de la télémédecine en Guyane et en forêt amazonienne française d'une part et forêt amazonienne brésilienne. Et puis ce film était conclu par Claudie Agnéret qui nous disait oui, la e-santé, vous aurez des sous. Donc on était parti sur de bonnes bases, 2 ministres nous appuyaient. Claudie a été donc ministre à ce moment-là, et ensuite a pris les affaires européennes, ministre délégué aux affaires européennes. Je crois que son passage dans ces 2 ministères a été caractérisé par 3 grandes actions qu'elle a menées. Elle a restructuré la filière Ariane 5. Hein. Je ne sais pas si vous en souvenez, à l'époque, Ariane 5, le premier tir avait explosé. C'était une catastrophe naturelle. Bon, c'était un peu naturel, puisqu'au CNES, nous étions 2500 employés, il y avait 2499 directeurs. Donc ça ne pouvait pas marcher. C'était une armée mexicaine. Et donc, à force de volonté, et avec l'appui du nouveau président du CNES, qui était Yannick Descata, cette filière Ariane 5 a abouti à ce qu'elle est aujourd'hui, avec des tirs qui
certes de temps en temps sont reportés comme celui d'hier soir, mais qui n'ont plus échoué. Le deuxième travail sur lequel elle s'est penchée en tant que ministre de la Recherche, c'est un travail au niveau de l'éthique des cellules souches. Elle a mis en place un certain nombre d'activités et de groupes de travail qui ont permis d'avancer au niveau éthique sur ce domaine-là, qui était un domaine très, très, très flou. Et le troisième et très important aussi travail qu'elle a effectué au cours de ces passages à ces ministères, c'est la maman du grand projet ITER, qu'elle est arrivée contre, allez, on va dire la planète et l'univers entier, à implanter à Cadarache en France le projet ITER, qui est un projet dont on connaît l'avenir, qui est très décrié par les Verts, qui est très décrié par les gens qui ne comprennent pas trop ce que le nucléaire peut amener, mais qui est un projet à la fois de recherche fondamentale et d'application sociétale extrêmement important. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Claudie, qui par la suite a occupé d'autres fonctions à la Cité des Sciences, et puis maintenant qui est conseillère du directeur général de l'Agence spatiale européenne. Donc Claudie, c'est à toi. Replonge-toi en 1986 ou 7, quand on a signé avec M. Lemarié et M. Jacques-Louis Lyons, si ma mémoire est bonne, l'accord de partenariat entre le CHU de Toulouse et le CNES, partenariat entre une entité locale et une entité nationale. C'est quelque chose exemplaire, qui marche très bien, et qui, j'espère, Monsieur le Directeur Général, vous continuerez à défendre comme vous le faites, d'après ce qu'on me rapporte. Merci. Merci, cher Tonio. Monsieur le ministre, cher Jean-François, monsieur le directeur général, madame la directrice, cher professeur Jacques Lagarrigue, chère Catherine Dupré-Drable, mesdames et messieurs les professeurs et les experts, chers confrères et amis, mesdames, messieurs, pour commencer, bien évidemment, c'est un honneur que d'être à vos côtés aujourd'hui dans le cadre de ce forum CITEthique pour ces premières journées d'éthique de l'EREMIP consacré à l'humain programmé. Alors, quand le professeur Lagarrigue m'a contacté, téléphoné et expliqué les objectifs d'EREMIP, susciter, promouvoir, animer la réflexion éthique, et qu'il m'a annoncé le choix thématique de ces premières journées, je dirais que plusieurs strates cognitives de mon cerveau m'ont amené à répondre positivement. Alors, celle du médecin, Tonio vient de raconter un peu les choses, celle du médecin, celle du chercheur, celle de l'astronaute, celle de l'ancien ministre de la Recherche et des Nouvelles Technologies, ça s'appelait comme ça à l'époque, je crois que ça ne s'est appelé comme ça que pendant 2 ans, celle de la présidente d'Universcience, donc Palais de la Découverte, Cité des Sciences et de l'Industrie, au service de la culture scientifique et technique pour tous, les petits publics tout autant que le grand public, celle de la présidente de la chaire du Collège des Bernardins, l'être humain au défi du numérique, que j'ai l'honneur de présider depuis 3 ans. Celle aussi de la maman d'une jeune fille de 19 ans et de la grand-mère de 7 petits-enfants, pas par alliance, pas pour la jeune fille de 19 ans. Et puis aussi la strate qui me pousse aujourd'hui à soutenir au sein de l'Agence spatiale européenne, où je suis de retour depuis 2 ans, le concept de Moon Village. C'est pour ça que je vous ai mis une image de ce qu'on voit depuis la Lune. C'est ce concept d'un village sur la Lune qui témoigne de l'expansion de notre humanité au-delà de ses frontières, de son berceau terrestre, dans un projet qui est un projet global, international, ouvert, évolutif, où les humains et les robots vont être amenés à co-construire une étape nouvelle de développement de l'humanité, au-delà de la classique exploration comme on l'évoque. Là, on parle d'expansion et de développement. Alors voilà bien des raisons de m'associer avec intérêt et plaisir à la démarche qui est la vôtre. Et puis j'ai vu se construire progressivement le programme exceptionnel de ces journées. J'ai apprécié la diversité, la qualité des intervenants et donc la richesse de tout ce qui vous est proposé pendant ces 3 jours. Et je trouve qu'EREMIP se donne vraiment tous les outils pour répondre à ces missions. Informer, sensibiliser, initier à la réflexion éthique l'ensemble de la population, organiser des débats. Vous êtes vraiment au cœur d'un enjeu majeur dont il est temps de s'emparer
au-delà des sphères intellectuelles, politiques, médiatiques, scientifiques, qui en parlent déjà beaucoup. Il est temps de s'en emparer pour en faire un sujet qui interpelle le sens de chacune de nos vies et le sens à suivre pour notre société humaine. L'intitulé de vos réunions comporte un point d'interrogation. Humain programmé, point d'interrogation. C'est que c'est donc une question. Pour ceux qui seront là avec vous pendant les 3 jours, vous n'aurez pas la réponse samedi. Le débat ne fait que s'amorcer et toutes les intelligences réunies vont apporter de bonnes réponses à ces questionnements. Je me suis posé la question, que puis-je apporter de plus dans cet aréopage érudit tout autant que pragmatique, on l'a vu cet après-midi, parce que je ne suis expert en rien, ni en médecine, il y a 35 ans, comme le disait Tonio, ni en intelligence artificielle, ni en philosophie ou en théologie. Et j'ai pleine conscience de mon inconnaissance et de la limitation de mon intelligence naturelle pour embrasser la dimension et la complexité des mutations en cours. Et je constate chaque jour, avec curiosité, mais aussi avec un sentiment d'inconfort, que nous vivons dans un monde, comme les anglo-saxons le disent, VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. Alors, peut-être puis-je contribuer à l'exercice en décalant le regard, en prenant de la distance, je dirais littéralement en prenant de la hauteur, si on fait référence humblement à mon expérience en orbite terrestre à 400 km au-dessus de la Terre. Les nouvelles technologies au service de l'homme dans l'espace en environnement extrême et les avancées médicales pour l'humain terrien grâce au laboratoire en microgravité que représente la station orbitale, elles vous ont été exposées en partie par Antonio cet après-midi et ce matin. Pour ma part, je ne me sens pas du tout un surhomme. Alors, je vais dire souvent homme, mais pour moi, homme, c'est homme et femme. Je suis particulièrement attentive à ce sujet de la place des femmes, en particulier dans le domaine de la science, mais dans tout ce qu'elle peut apporter comme diversité dans les questions de société. Donc je ne me sens pas un surhomme, je ne me sens pas un homme augmenté par mon expérience d'astronaute, et puis je ne suis pas désireuse non plus de revenir à mes performances de sportive, de gymnaste de haut niveau de mon adolescence. C'est donc pas mon propos d'intervenir sur ce sujet. J'ai choisi une autre approche. Plus que d'apporter ma réponse, j'ai envie de vous proposer mes questions. François Tadei, que peut-être certains connaissent ici, qui est un ami proche, directeur du CRI, le Centre de recherche interdisciplinaire, c'est un biologiste, un magnifique penseur des nouvelles façons d'apprendre, dit souvent qu'il y a 3 formes d'intelligence. L'aptitude à connaître les solutions d'hier, et vous conviendrez que nos longues années d'études nous classent souvent dans cette catégorie, première forme d'intelligence. La capacité à trouver une solution innovante à un problème existant. Alors oui, l'humain programmé existe déjà. Alors pour certains, c'est un problème, pour d'autres, c'est une solution. Et les querelles vont persister encore longtemps entre les biocatastrophistes et les technoprophètes. Et la 3e forme d'intelligence, c'est la capacité, quand on se trouve dans un problème complexe, de le redéfinir pour trouver une solution. C'est-à-dire de se poser de nouvelles questions. Et c'est cette approche-là que je souhaiterais avoir. Et je vais poser 2 questions qui sont en lien avec notre responsabilité d'adultes et de sachants auprès de nos enfants que je considère comme les graines d'humanité de demain. La première question, elle concerne notre planète Terre, planète porteuse de la vie humaine. Alors c'est vrai qu'on entend souvent la question, mais quelle planète allons-nous laisser à nos enfants ? Et moi, je pose souvent la question inverse, mais quels enfants allons-nous laisser à notre planète ? Voir notre planète bleue depuis l'orbite de la station spatiale conduit tous les astronautes, et bien évidemment, cher à vos cœurs, Thomas Pesquet, astronaute français de l'Agence spatiale européenne, il vient de le faire tout récemment, remarquablement. Donc tous les astronautes ont envie de partager leur perspective orbitale. Dans le jargon, on appelle ça le overview effect. Une planète fragile, porteuse de vie, d'une poétique beauté et d'une vulnérabilité prégnante
dans l'hostilité et l'infini du cosmos. Et le message unanime et sincère des équipages orbitaux aux équipages terrestres, c'est celle de notre responsabilité d'humain, individuellement et collectivement, dans la préservation de cette singularité, de la singularité de la planète Terre. Alors j'emploie à dessein le mot singularité, mais je ne parle pas de la singularité technologique dont on nous a reparlé cet après-midi, de Ray Kurzweil, et vous allez encore longuement en débattre. Singularité technologique que certains soit redoutent, soit espèrent. C'est le seuil de 2045. On a encore quelques années pour nous acclimater au confort potentiel d'avoir la possibilité de déléguer notre pouvoir de décision à une intelligence artificielle que l'on espère bienveillante vis-à-vis de l'humain. Quand je parle de singularité, c'est pas non plus la singularité physique du trou noir, c'est pas la singularité des théories mathématiques. Non, je parle du caractère unique et singulier de la planète Terre, porteuse de vie, qui m'est sans doute encore plus chère après mon expérience en orbite. Alors bien sûr, comme vous, et puis vous allez bientôt suivre la fin de mission de Cassini, je suis comme vous tous les progrès des sondes d'exploration automatique, qu'il s'agisse de celles qui vont vers Mars, de celles qui partent à la découverte des exoplanètes, dans le domaine de l'exobiologie, autre forme de vie, sans qu'on ait trouvé encore de preuves formelles de l'existence d'une autre forme de vie. Alors, qu'elle existe ou pas, d'ailleurs, cette vie, la planète Terre en elle-même, elle n'a pas besoin de la vie pour survivre. Qu'il s'agisse de biodiversité végétale, biodiversité animale, biodiversité humaine. La Terre, elle continuera à tourner autour de son étoile comme elle l'a fait pendant des milliards d'années avant l'apparition de la vie. C'est nous, êtres humains, qui avons besoin de la planète dans notre quête d'un développement durable de notre humanité. Et cette préoccupation, je dirais spécifiquement humaine, de préserver sa planète, est-ce qu'elle sera toujours d'actualité pour l'humain programmé? D'autres lieux de vie, entre guillemets, seront peut-être sélectionnés sur des critères que je dirais inimaginés aujourd'hui. Et j'avoue que je me suis même posé la question de l'attachement que pourrait avoir une intelligence artificielle, celle qui programme nos enveloppes corporelles amortelles. Donc l'attachement que pourrait avoir une intelligence artificielle à s'émerveiller d'un coucher de soleil sur le canal du Midi. Dans les rencontres du troisième type, du scénario terminal, c'est vrai que je frissonne à l'idée du voyage intergalactique qui ferait disparaître notre planète de notre vue. Et là, je parle de notre vue, notre vision naturelle, pas la vision augmentée, la vision virtuelle. Et dans cette réflexion, j'ai même songé que personne n'aurait l'idée d'un arrêt sur la planète B612, la planète du Petit Prince, qui est si chère à Antoine de Saint-Exupéry, que vous connaissez bien ici, lecteur toulousain. Alors aujourd'hui, sans adhérer à la réalisation d'un scénario qui relève encore de l'utopie, l'homme, bien évidemment, s'est doté de connaissances scientifiques, de pouvoirs technologiques qui lui donnent la possibilité de changer nos vies, notre vie. Et je dirais pas seulement de changer notre hardware, l'homme augmenté. Et c'est vrai que ça interpelle encore mon traditionnel bagage de médecin rhumatologue qui travaillait sur l'homme, à réparer l'homme. On est en capacité aujourd'hui de changer aussi le software de notre intelligence humaine, notre capacité de discernement, de nos émotions, voire de notre conscience. Et j'aime garder en tête les trois concepts qui ont été développés par Aristote: épistémé, techné et phronésis. Encore, François Tadei en parle souvent. Épistémé, c'est la science, les connaissances. Techné, c'est la technologie, les savoir-faire. Et phronésis, c'est celle-là qu'on oublie trop souvent. C'est l'éthique de l'action, la sagesse pragmatique par rapport à Sophia, qui est la sagesse abstraite, métaphysique. Et je trouve que ce que vous contribuez à faire ici, dans ce format interactif de forum ouvert,
pédagogique, ça permet d'aborder ce sujet de la phronésis en ne focalisant pas uniquement sur épistémé et techné. Et je vous en remercie. J'en arrive à ma seconde question. Là encore, c'est pas quelle humanité allons-nous laisser à nos enfants, mais quels enfants allons-nous laisser à l'humanité. Alors, quand j'évoquais la singularité de notre planète Terre, porteuse de vie, j'avais aussi en tête la singularité de chacun d'entre nous, de chacun de nos enfants. Personne dans cette assemblée n'a envie de voir nos enfants évoluer dans le meilleur des mondes. Le meilleur des mondes. Vous me comprenez? Je vous parle du roman dystopique d'Alfred Huxley, qui est paru en 1932, qui nous décrit les individus en série d'un monde de couleurs assez effrayant. Les castes supérieures, des alphas gris ou des bêtas roses, les castes inférieures, des gamma verts, des delta kaki ou des epsilon noirs, qui sortent tous du CIC. Le CIC, non, pas la banque, le CIC, le Centre d'incubation et de conditionnement. Alors permettez-moi de vous lire l'épigraphe qui introduit l'œuvre et qui est reproduite dans le texte. C'est l'épigraphe qui a été rédigée extraite de Nicolas Berdyaev, qui est un philosophe franco-russe du tout début du siècle passé, qui est représentatif de l'existentialisme chrétien et pour qui l'homme doit être considéré en tant que personne et non pas en tant qu'individu dans une société, personne dont la liberté n'est pas aliénée. Il a écrit il y a 100 ans: les utopies apparaissent comme bien plus réalisables qu'on ne le croyait autrefois. Et nous nous trouvons actuellement devant une question bien autrement angoissante. Comment éviter leur réalisation définitive? Les utopies sont réalisables. La vie marche vers les utopies. Et peut-être un siècle nouveau commence-t-il, un siècle où les intellectuels et la classe cultivée rêveront aux moyens d'éviter les utopies et de retourner à une société non utopique, moins parfaite et plus libre. Quelle actualité de relire ce texte 100 ans plus tard, dans ce nouveau siècle. Même si, pour ma part, je pense que justement notre 21e siècle manque d'utopie. Alors sans doute faut-il reconsidérer nos utopies. Je crois qu'il ne faut pas s'en refuser. La pensée doit penser des utopies pour imaginer demain, pour configurer le futur. C'est comme ça que le dit Étienne Klein. Alors, il y a des utopies à éviter et des utopies fécondes. Et d'ailleurs, pour ma part, j'avoue relire toujours avec beaucoup de plaisir les romans de science-fiction. J'ai grandi avec Jules Verne et avec Asimov. Les romans de science-fiction qui, au-delà d'ouvrir les portes à l'imagination, ils offrent l'avantage de forcer le lecteur à reconsidérer ses perspectives sur le monde à venir et à remettre en question ses certitudes. Penser l'avenir, en concevoir des futurs souhaitables. Alors, qui sont ceux et celles qui seront les êtres providentiels capables de bâtir une société meilleure? Eh bien, ce sont nos enfants, nos adolescents, nos petits-enfants. Ce sont eux les héros de demain. Si nous savons les accompagner sur le chemin de l'émancipation, de l'empowerment, la capacité à agir. J'aime la phrase de Jean Rostand qui nous met en garde avec humour. L'homme de demain va pouvoir plus qu'il ne voulait, ou il va pouvoir avant de savoir s'il eût voulu pouvoir. Oui, bien sûr, il y a des enjeux éthiques. Vous les avez discutés, vous allez continuer de les discuter. Et probablement, vous l'avez abordé cet après-midi, une nouvelle éthique à préciser. Une éthique de l'avenir à élaborer malgré les incertitudes que chaque avancée dans la connaissance nous propose. Une éthique qu'il va nous falloir porter avec conviction, en responsabilité, et probablement aussi incorporer dans cette réflexion une éthique de la limite. Vous avez abordé le sujet tout à l'heure. Avec cette réflexion, nous pourrons nous donner un pouvoir de, plus qu'un pouvoir sur, un pouvoir d'agir. Il y a le temps de la prise de conscience, il y a le temps de l'intention,
il y a le temps de la réflexion, de la réflexivité. Ce pouvoir d'agir, il nous concerne tous en tant qu'individus, qu'on soit un scientifique, qu'on soit un médecin, qu'on soit un politique, un chef d'entreprise, un retraité. Mais il nous concerne aussi en tant que parents, en tant qu'éducateurs, en tant que contributeurs au vivre ensemble et participants aux nouvelles façons de faire société. Alors, mes deux questions décalées, quels enfants allons-nous laisser à notre humanité et quels enfants allons-nous laisser à la planète Terre, elles se rejoignent pour évoquer l'éducation. L'éducation de nos enfants. Alors, je ne parle pas de la rentrée scolaire toute récente, même si bien évidemment l'école a un rôle fondamental dans l'éducation. Je parle de toutes les formes d'éducation, éducation informelle, comme celle que j'ai connue à Univers Sciences, éducation familiale, éducation médiatique. Je ne parle pas que de l'éducation de nos enfants, je parle aussi de notre propre éducation, à nous, adultes, de façon à être outillés pour cette responsabilité éducative qui nous incombe. Et j'avoue que j'apprends beaucoup avec ma fille de 19 ans dans ce qu'on peut appeler, ce qu'on entend appeler le reverse mentoring de la part de nos ados qui nous accompagnent sur des chemins de découverte un peu nouveaux. Et c'est vrai qu'on doit être dans cette démarche qui est se former tout au long de la vie et puis dans un dialogue en transmission intergénérationnelle, continuer à apprendre. Alors, pour vous donner un tout petit élément de réponse par rapport à ces deux questions, j'ai essayé d'appliquer la troisième forme d'intelligence que j'avais évoquée tout à l'heure. J'ai quand même d'abord essayé d'épuiser la première forme d'intelligence, ça m'a fait rire, qui est utiliser les connaissances du passé pour trouver la réponse. Alors, à l'ère du numérique, sans relire les philosophes, les prospectivistes, les historiens des sciences, j'ai interrogé notre mémoire externalisée, j'ai tapé Google, intelligence de l'avenir. Eh bien, Google m'a répondu avenir de l'intelligence artificielle, bien sûr. Il n'y a pas une réponse sur l'intelligence de l'avenir. Donc, ce n'était pas une bonne réponse pour moi. J'ai essayé la deuxième forme d'intelligence, appuyée sur les passionnantes lectures des innombrables articles et livres publiés chaque jour. Alors, je ne sais plus où les ranger, ni dans ma bibliothèque, ni dans ma tête, ni dans mon ordinateur. J'ai encore acheté ce matin, bien évidemment, le Homo Deus de Harari qui vient de sortir aujourd'hui et qui nous interpelle par rapport aux sujets qui sont les nôtres. Tout ça ne fait qu'amorcer le débat. Alors, j'ai essayé de redéfinir ce problème avec mes propres expériences et expertises que j'ai pu accumuler, je le dirais avec bonheur, dans les diverses vies qui ont été les miennes. Pour vous faire partager un petit peu une ébauche de ma réponse à cette question, quels enfants ? Je vais être brève parce que la réponse, là aussi, elle est inépuisable, évolutive, autant que les débats sur la culture et sur l'éducation, donc je vais en rester qu'aux grands principes. Le premier point, c'est de réconcilier les sciences et la culture, de remettre les sciences en culture pour nous tous, adultes, quelle que soit notre formation, quel que soit notre métier, de façon non seulement à acquérir des connaissances éclairantes, mais à savoir les renouveler, les utiliser avec intelligence et en conscience. Et de façon également à honorer un concept dont on parle de plus en plus, honorer le concept d'ignorance. Dans un monde accéléré, ambigu, comme je le disais, savoir prendre de la distance par rapport à ses certitudes, se remettre en question. Et puis, bien évidemment, apporter au débat des éléments de conversation constructifs, ce que vous faites pour s'écarter des controverses stériles qui ne font que semer le doute parmi nos concitoyens et même parmi nos politiques. Contribuer à un climat de confiance en un progrès raisonné, partagé, c'est bien sûr un point essentiel, un point important, mais il n'est pas suffisant. Il faut ranimer l'intérêt pour déclencher l'intention de, et puis ensuite agir. Alors vous comprendrez que j'insiste aussi sur le bonheur de la connaissance, l'émotion de l'étonnement, la passion de la recherche, l'émerveillement de la découverte, du merveilleux, pas de la magie. Et nous, adultes, par notre attitude, nous jouons un rôle essentiel dans l'appétence au futur pour les jeunes générations. J'espère que elles et ils désirent autre chose qu'un seul présent optimisé. Nous nous devons de les accompagner dans leur réflexion critique,
en partageant notre analyse et nos espérances de progrès. Le second point, c'est celui de l'éducation des enfants pour former les citoyens d'une société numérique. Au-delà, bien évidemment, de l'acquisition des fondamentaux qui sont le socle de notre système éducatif. Nous redoutons tous, plus ou moins clairement, l'uniformisation de la pensée, l'enfermement algorithmique, même en ce qui concerne notre santé, les croyances illusoires, respect de la vie privée, on l'évoquait tout à l'heure, l'aliénation du libre arbitre, un discernement émoussé, un étiolement aussi, quelque chose que je redoute un peu, un étiolement de la sérendipité, qui est ce heureux hasard qui maintenant semble un peu dirigé dans cette économie de l'attention et de la recommandation. Alors, nous, Silver, personne, c'est parfois un handicap. Nous ne sommes pas des digital natives par rapport à ces jeunes que j'évoquais tout à l'heure. Je dirais que nous sommes à peine des digital immigrants, que certains ont leur carte verte, mais que certains sont sans papier. Mais nous avons une expérience de la vie au présent, dans la réalité du quotidien. Je dirais même celle d'avant Internet, d'avant le smartphone, c'est pas si vieux que ça, avant les réseaux sociaux. Quand je fais mon vol en 2001, il n'y avait pas de réseaux sociaux. J'ai pas pu vous entraîner dans l'aventure comme Thomas Pesquet l'a fait tout récemment. C'était, je dirais, une vie 1.0, et je dis ça sans nostalgie, mais en connaissance, par l'expérience, des réussites, des erreurs, des terreurs qu'on a pu vivre au XXe siècle. Alors, il n'y a rien à voir dans mes propos avec le « c'était mieux avant », parce que je suis complètement dans la vie 2.0, comme on dit. Et je trouve que ce XXIe siècle est un siècle de formidables opportunités. Mais c'est un siècle exigeant. Il nous propose même une forme de vie 3.0, c'est celle qu'on évoque. Et je place à un très haut niveau l'exigence de l'éducation. L'éducation, elle a rapport autant avec la transmission de valeurs, de savoirs, qu'avec l'acquisition pour l'enfant d'une autonomie éclairée et choisie. Pour nous, adultes, qui sommes, je l'espère, des mentors bienveillants de nos enfants, il nous faut être des passeurs, mais aussi des pasteurs, comme le dit souvent Joël de Ronet, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Alors, j'ai précédemment évoqué la culture scientifique et technique comme accompagnement des matières classiques fondamentales de l'éducation. Bien évidemment, j'inclus là-dedans ce qu'on appelle la littératie numérique, qui permet de donner les clés de décryptage de ce monde, en particulier du monde numérique. Il faut doter les enfants de cette capacité réflexive sur la place qu'ont les sciences et les technologies dans l'évolution de la pensée, dans l'évolution de l'économie, dans l'évolution de la société. Les questions qui sont les vôtres aujourd'hui, l'homme augmenté, le super-héros pour eux, mais aussi la transformation de l'emploi, le vieillissement, l'aliénation du libre arbitre, la confiance, la transparence, doivent et peuvent être leurs questions, même si, bien évidemment, ils n'ont pas toujours les mêmes réponses que nous. Il faut développer cette capacité de questionnement, d'apprendre à apprendre, apprendre à interroger, apprendre à interpréter, apprendre à douter, apprendre à penser par soi-même, dans une culture de confiance et de liberté en responsabilité, et puis de coopération. C'est une double tâche exigeante, parce qu'elle convoque autant le développement personnel, individuel, pour avoir la liberté d'exprimer son talent, ses talents, mais aussi qu'elle requiert le développement d'une intelligence collective, la fameuse société apprenante, dont on parle beaucoup de nos jours, apprenante, parce qu'il faut apprendre tout au long de la vie, mais tout en restant fidèle à des valeurs qui sont, pour nous, sans doute importantes dans un monde qui parfois perd ses repères. Alors, vous parlez d'éthique aujourd'hui et vous vous référez au champ des valeurs. Mais le plan des valeurs dépasse le plan scientifique qu'on peut aborder. La science ne dira jamais ni ce que vous devez faire, elle ne dira jamais ce qui est bien.
Et ce sont des temps comme celui-ci, celui de votre colloque, de ces échanges entre la communauté scientifique, la réflexion des philosophes à l'occasion d'un questionnement éthique, ce sont des temps de conversation qui sont les bienvenus. Mais c'est vrai que je souhaiterais également que les sciences du quoi et les sciences du qui collaborent bien en amont de la réalisation de l'objet déjà présent, déjà existant. Que cette réflexion, elle soit présente dès le jaillissement de l'idée dans les têtes de nos scientifiques, de nos ingénieurs, se poser la question, est-ce que la formation des scientifiques et des ingénieurs leur permet d'aborder ces sujets? Alors c'est vrai que pour ce faire, décloisonner les champs du savoir dès l'école, tout petit, et puis dans la formation universitaire, c'est un levier majeur, et il est sans doute trop peu mis en œuvre dans le système éducatif français. On parle même dans la prochaine réforme d'évoquer un baccalauréat humanité numérique, que pour ma part je trouverais intéressant de réfléchir. Alors je conclus. J'ai une conviction. Elle est renforcée d'ailleurs par des anti-séminaires que j'ai mis en place dans la chaire du Collège des Bernardins dont je parlais tout à l'heure, qui sont des anti-séminaires par rapport aux séminaires classiques de recherche, qui sont pilotés par de très jeunes adultes, 18, 25 ans. Et j'ai vraiment été étonnée de la maturité, de la responsabilité, de la sagesse de cette jeune génération. Alors ma conviction, c'est que, mise au défi par le monde des machines, l'humanité est capable d'y habiter d'une manière digne de la condition humaine, à condition que les êtres humains s'engagent plus profondément, engagent leur liberté dans ces voies de sagesse. Et cela nous concerne tous, et nous pouvons tous y jouer un rôle. Je reprends volontiers la phrase de Jean Monnet. « Je ne suis pas optimiste, je suis déterminé ». Alors Jean Monnet, quand il l'a dit, cette phrase, il l'a prononcée au sujet de l'avenir de l'Europe. C'est la même chose, j'adhère complètement à la phrase de Jean Monnet pour l'avenir de l'Europe. Je ne suis pas optimiste, mais je suis déterminé. Voilà ma contribution à vos débats. Je souhaitais vous l'apporter sans gravité. Je ne suis pas vraiment sûre d'avoir gardé les pieds sur terre. Je vous remercie. Je laisse le dernier mot à Henri Bergson. L'humanité n'est pas un état à subir, c'est une dignité à conquérir. Merci.